Yo mon petit joint de culasse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un moteur et surtout, quelle est la différence entre la puissance et le couple. Cet épisode est la suite directe du tout savoir sur les architectures moteurs, alors si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite grandement à aller y jeter un œil. Allez, mets-moi ton plus beau pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne, ça fait toujours plaisir et on y va. Ok, let's go. Alors c'est peut-être difficile à croire, mais en 1834, un petit bonhomme du nom de Thomas Davenport créera le tout premier moteur destiné à un usage industriel. Et cette info est très d'actualité car il créera un moteur électrique, ce qui permit de propulser les premières voitures d'époque. Les merdes électriques qu'on nous vend là maintenant sont vieux de quasiment 200 ans. Ce n'était pas au point à l'époque, mais ça ne l'est toujours pas maintenant. Belle technologie, bravo. Belle crise, bravo. Bravo. Mais bon, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que les chercheurs d'époque développent enfin un vrai moteur thermique comme on les aime. 1854, les deux Rittal développent le tout premier moteur à combustion interne fonctionnant au gaz. 1859, Étienne Lenoir inventa le tout premier moteur gaz de temps. 1862, le grand Beau de Rochas inventa le cycle 4 temps du moteur à combustion interne, ce qui servira de base au premier moteur gaz 4 temps sorti en 1867 par Nicolas Otto. 19 ans après cet exploit et après la découverte et l'ascension du pétrole, le moteur à combustion interne 4 temps qu'on connaît tous voit enfin le jour et à partir de là, la machine est lancée. Mais alors, comment ça fonctionne? Pour des raisons de simplicité et de compréhension, on ne va parler que des moteurs à essence 4 temps présents dans l'automobile. Le diesel sera pour un prochain 5 minutes. Mais en gros, pour vulgariser simplement et sans rentrer dans les détails, un moteur thermique est équipé de plusieurs pièces très importantes. Nous avons tout d'abord le bloc moteur. Le bloc moteur, ou aussi appelé bloc cylindre, sert d'armature au moteur. C'est dans cette pièce, généralement en alu ou en fonte, que viennent se loger les pistons, les bielles et le vilebrequin. Selon sa forme, on aura un moteur en V, en W, en ligne ou en VR. Depuis quand tu prends mon rôle, toi? Bah, avoue, ce n'est pas si mal. Par la suite, nous avons le vilebrequin. Et pas de la défunte chaîne. Le vilebrequin est en quelque sorte le chef d'orchestre du moteur. Il te permet entre autres via la distribution d'entraîner tes arbres à cames, dictant ainsi le rythme et la synchronisation du moteur. Et grâce à sa forme particulière, le vilebrequin permet de convertir le mouvement vertical des bielles en un mouvement de rotation exploitable directement par la transmission. En parlant de bielles, tu me vois venir, nous avons les Saucisses. Nous avons les pistons et les bielles. Les bielles sont chargées de transmettre le mouvement vertical et la force du piston vers le vilebrequin. Les pistons, quant à eux, servent à comprimer le mélange air-carburant à l'intérieur du cylindre pour amorcer la combustion. Cette réaction produit une force qui sera ensuite transmise aux bielles et au vilebrequin. Et enfin, nous avons le haut moteur avec la culasse qui sert à loger les soupapes et les arbres à cames. Soupapes qui sont actionnées par des poussoirs via les arbres à cames et qui ont pour fonction d'amener le mélange air-carburant dans la chambre de combustion, et les soupapes servent également à évacuer les gaz d'échappement. Maintenant que tu sais ça, sache qu'un moteur à 4 temps ne peut fonctionner que grâce aux principes fondamentaux du cycle de Rochas. Et à 3 éléments. Un comburant, un carburant et une source de chaleur. Suite à ça, le cycle de Rochas est composé en 4 phases distinctes. Logique, tu me diras. Logique. L'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Dans un premier temps, dans la phase d'admission, le piston descend dans le cylindre et la soupape d'admission s'ouvre, laissant ainsi entrer l'air et le carburant dans la chambre de combustion. Puis, nous avons la phase de compression où le piston remonte et la soupape d'admission se ferme. En troisième lieu, il y a la partie la plus importante du cycle, la combustion. Quand le piston est au point mort haut, le mélange air-carburant s'enflamme grâce à l'étincelle fournie
par la bougie et cette explosion va repousser violemment le piston vers le bas, ce qui transmet une force et un mouvement vertical à la bielle. Et pour finir, nous avons la phase d'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre quand le piston entame sa remontée, ce qui chassera les gaz fraîchement brûlés. Et une fois ce cycle terminé, et bah ça recommence jusqu'à l'infini, et ça pour chaque cylindre. Pas mal, hein? C'est français. Ce système est uniquement valable pour les moteurs à 4 temps disposant de soupape, car il existe un moteur qui ne fonctionne pas du tout pareil car dépourvu de soupape. Il s'agit du moteur Wankel, mais lui, je te réserve un petit épisode car il est particulier. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Quelle indignité. Autre chose très importante que tu dois savoir au niveau des moteurs, ce sont les fameux chiffres et lettres que tu vois partout du type 1 litre 6, 1 litre 6 S16, 2 litres 8 12V, 3 litres 7 24V ou même 4 litres 60V. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cet ensemble correspond tout simplement à ta cylindrée et au nombre de soupapes que possède ton moteur. 1 litre 6, c'est ta cylindrée, S16 ou 16V, c'est ton nombre de soupapes. 8 soupapes côté admission, 8 soupapes côté échappement pour un S16 et 4 soupapes côté échappement et 4 soupapes côté admission pour un 8 soupapes et ainsi de suite. Tu peux également avoir des cas particuliers comme le 5 soupapes par cylindre présent chez Volkswagen par exemple. Mais là je te vois venir. C'est quoi la différence entre un S16 ou un 8S? T'en as pas parlé. Sur un S16, tu auras 4 soupapes par cylindre. Ce qui fait que plus d'air et de carburant y seront injectés. Tu auras donc un moteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus rageur dans les tours. Par contre, à bas régime, c'est un peu creux, là où le 2 soupapes par cylindre alias 8 soupapes sera plus coupleux et réactif. Après, la cylindrée joue également beaucoup, surtout en atmosphérique. Plus tu auras une grosse cylindrée, plus tes chambres de combustion seront grosses et plus tu pourras y injecter de l'air et du carburant. Et comme tu le sais déjà, plus d'air et de carburant égale un moteur plus puissant, plus coupleux, plus réactif et surtout plus gourmand. Bah ouais, on n'a pas le choix. La cylindrée, si tu veux, c'est le volume balayé par le piston pendant un cycle et elle se calcule avec cette formule. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Cette formule nous dit qu'il faut diviser le nombre pi et l'alésage au carré par 4 et le multiplier par la course du piston. Si on prend l'exemple de ma 350Z, son alésage est de 9,55 cm et sa course est de 8,14 cm. Ça nous donne donc une cylindrée de 583 cm3. Multiplie ça par ton nombre de cylindres, dans mon cas 6 cylindres, et ça nous donne bien une cylindrée totale de 3498 cm3, soit un moteur de 3 litres 5. Oh, t'as perdu tout le monde là. Mais non! Et enfin, pour terminer cet épisode, nous arrivons au moment que vous attendiez tous. Quelle est la différence entre la puissance et le couple? Ah bah c'est pas trop tôt. On l'entend partout, mais il y a encore beaucoup de conneries. Alors, laisse-moi t'expliquer. Le couple fait référence à la force de rotation exercée par le moteur et elle est mesurée en newton-mètre. Pourquoi? Parce que, et c'est cette force qui te permet de démarrer, d'accélérer, de grimper des pentes et surtout de tracter des charges lourdes. De l'autre côté, la puissance est la relation entre le couple fourni par le moteur et les tours minutes. Et elle s'exprime en chevaux din ou en kilowatts. Et cette valeur représente la quantité de travail fourni par le moteur pour un temps donné. En règle générale, c'est ce qui détermine sa vitesse max et sa capacité à maintenir des vitesses élevées. Mais bon, en réalité, ce qui compte vraiment, c'est vraiment la puissance et pas le couple. Comment ça, mon ref? Prends une Audi Q5 3 litres TDI. Elle n'a que 240 chevaux, mais pourtant, elle possède 580 Nm de couple. Combien? A contrario, une Honda S2000 ne possède que 204 Nm de couple, mais elle culmine également à 240 chevaux. Pourquoi? Eh ben c'est simple, ces deux autos ne fournissent pas leur couple en même temps. L'Audi Q5 va fournir son couple très tôt sur une très courte période, tandis que la S2000 va fournir son couple sur une très longue plage de régime. Ce qui fait que ces deux autos fournissent exactement la même
quantité de travail pour un couple différent. Tu vois ce que je veux dire? À poids égal et à CX égal, une voiture diesel de 240 chevaux fera exactement les mêmes performances qu'une voiture essence de 240 chevaux. À toi de faire ton choix. Est-ce que tu préfères avoir du couple super bas dans les tours sur une très courte période utile pour tracter ou pour doubler, ou alors monter dans les tours pour aller chercher le couple et la puissance? Moi je sais ce que je préfère. Et avant que je ne te libère, sache qu'à cylindrée égale, tu peux obtenir des puissances et des couples différents. Ce tour de magie est possible grâce à la technologie de la longue course, du carré et du surcarré. En gros, sur certaines autos, tu auras des cylindres à course longue qui te fourniront beaucoup de couples à bas régime mais qui détesteront les hauts tours. Sur d'autres, tu auras des moteurs à course carrée caractérisés par des cylindres courts et un vilebrequin compact. Ces moteurs ont moins d'inertie et de frottement et seront plus adaptés à une conduite agressive dans les hauts tours. Et enfin, nous avons les moteurs surcarrés qui là, c'est une dinguerie. Voilà mon pote, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Sache que je n'ai volontairement pas parlé des masses d'équilibrage, de la distribution, des coussinets et des chapeaux de bielle, des paliers de vilebrequin, enfin bref, je n'en ai pas parlé pour ne pas rallonger et complexifier la vidéo. Mais bon, me connaissant, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater. On n'oublie pas également le petit pouce bleu et le petit commentaire. Sur ce, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine!